Pendant que Stéphane installe la conférence de Sonam Wangchuk, quelques mots d'introduction. Nous aurons une pause après cette troisième conférence que nous peut-être rétrécirons un petit peu. Donc Sonam Wangchuk nous arrive du Ladakh, région d'Himalaya, 3000 mètres d'altitude, où il est né et où il a fait des études d'ingénieur en génie mécanique à l'Institut de Srinagar. Yana Revedin l'a dit, c'est la première fois que nous récompensons un ingénieur. Le jury s'était posé la question à plusieurs reprises. On ne peut pas défendre l'idée d'un changement de paradigme complet dans la profession, dans la conception de l'architecture, et nous-mêmes, ce jury du Global Award, respectait forcément des catégories professionnelles, corporatistes parfois, architectes, paysagistes, ingénieurs. C'est ainsi que le Global Award, je vous le rappelle, en 2011, avait déjà récompensé un paysagiste. Mais quel paysagiste? C'était Shlomo Aronson, si vous vous en souvenez, qui fut l'architecte en fait de l'aménagement d'Israël, et en particulier l'aménagement du désert du Negev. Et en fait, il y a un point commun entre cette grande figure, qui est Shlomo Aronson, et Sonam Wangchuk. Le premier, c'est qu'il travaille sur une ressource, l'eau, qui est vitale et qui est très rare dans leur pays, qui est outrageusement gaspillée dans les pays de l'Ouest et qui manque cruellement aux sociétés du reste, the West and the rest, au reste du monde. Le second point commun, c'est que Sonam Wangchuk a une vision de son art et de sa responsabilité sociale extrêmement large. Car chercher de l'eau, vous allez voir, pour Sonam Wangchuk, c'est pas seulement chercher de l'eau, c'est chercher à construire un développement complet, approprié aux habitants du Ladakh. Et depuis 30 ans, vous allez le voir aussi, c'est une question qui l'a fait intervenir aussi bien comme constructeur que comme physicien, que comme pédagogue, inventeur, agronome, architecte. Ce large spectre de connaissances, Sonam Wangchuk, par ce large spectre de connaissances, notre ami est plus proche d'un encyclopédiste, au fond, d'un homme du XVIIIe siècle, que d'un ingénieur sectorisé du XXe siècle. Je crois que ce n'est pas anodin, et je crois surtout que ce n'est pas du tout rétrograde. La place que Sonam Wangchuk prend dans sa société illustre, je pense, et c'est aussi une des grandes convictions du Global Award, que les pays émergents illustrent la façon dont les pays émergents sautent peut-être l'étape XXe siècle d'une division du travail qui avait isolé la technologie comme vecteur unique du progrès. En la réincluant, comme vous allez le voir, dans le destin d'un peuple, l'ingénieur Ladakhi explore un humanisme renouvelé qui réintègre la pensée technique dans la culture. Cher Sonam. Hello. Bonjour. Warm greetings from a very cold region of the world. Je vais vous saluer depuis une région très froide du monde, le Ladakh. Et lorsqu'on travaille dans une région comme le Ladakh, qui est presque le bout du monde, et qu'on a simplement 300 000 personnes dans une région qui est presque aussi grande que la France, peut-être, eh bien, on ne peut pas être simplement un ingénieur, simplement un architecte, simplement un professeur, simplement un formateur, simplement un journaliste, simplement un militant, simplement un gestionnaire, simplement un constructeur. Il faut être presque tout cela en même temps, et c'est ce que j'ai dû faire pour mener à bien mon projet et faire en sorte que ma région, mon peuple, vive plus confortablement en harmonie avec la nature. Donc je suis vraiment ravie de partager aujourd'hui avec vous un peu de mon voyage, de mon parcours. Alors bien entendu, ça ne sera peut-être pas aussi poétique, pas aussi artistique, parce que je ne suis pas vraiment un architecte, mais j'ai fait face aux questions qui se posent dans ma région. Alors je vais commencer avec quelques idées sur cette région. C'est peut-être une région qui est très inhabituelle pour vous et pour, comme on dit, une photo vaut 1000 mots, une image vaut 1000 mots. Alors là, voici une image de cette région qui est au nord de l'Inde et qui est bordée par le Pakistan à l'ouest et la Chine et le Tibet à l'est. Lorsqu'on arrive dans cette région, elle semble tout d'abord inhospitalière et inhabitable. On a l'impression d'un paysage lunaire plutôt que d'un paysage terrestre.
Mais si on y regarde de plus près, on voit qu'il y a des oasis de verdure que les hommes ont ajouté à ce paysage naturel qui serait sans cela très rude. Pendant des milliers d'années, les femmes de ces régions ont non seulement survécu malgré cette nature rude, mais ils ont également fait émerger une civilisation florissante avec des peuples qui ont développé leur propre style de vie, des professions, des moyens de subsistance, de la musique, une culture, etc. Nous sommes une petite minorité microscopique dans un pays très vaste tel que l'Inde, qui est un pays tropical. Nous sommes situés très haut, au-dessus de 2000 mètres d'altitude. C'est là que les gens vivent et les températures, comme vous l'avez vu, peuvent s'étaler de 35 degrés à moins 35 degrés. Nous sommes une toute petite minorité, non seulement ethnique et linguistique, mais également une petite minorité climatique et technologique. Et il y a peu de ce qui vient de l'extérieur, que ce soit de New Delhi ou de New York, qui fonctionne chez nous. D'ailleurs, en général, ça ne fonctionne pas non plus à New York et à New Delhi. Mais dans ce cas, il y a encore moins de chances que cela fonctionne dans une région comme le Ladakh. Comme nous sommes une telle petite minorité dans un pays aussi vaste, eh bien, cela apporte un certain nombre de problèmes pour la population. Et le problème principal que rencontrent ces populations, ce sont les enfants. Lorsqu'on doit apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité dans laquelle vous vivez, lorsque les manuels n'ont aucun sens pour vous, parce qu'ils viennent d'un endroit comme New Delhi, qui lui-même les a importés d'Angleterre, eh bien, ça n'a aucun sens lorsque ça arrive dans des régions comme le Ladakh. Et moi, je me suis retrouvée confrontée à ce problème d'éducation lorsque j'étudiais l'ingénierie. J'étudiais pour devenir ingénieur et j'ai dû financer mes propres études. J'ai alors choisi d'enseigner à de jeunes étudiants ladakis, à peu près au niveau du collège, qui est un moment important de l'éducation. Et je me suis rendu compte à quel point le système n'avait aucun sens et à quel point cela apportait de la souffrance aux étudiants. Comme vous le voyez, 5%, on n'avait que 5% de succès après 10 ans d'études. Tout ce qu'ils avaient après 10 ans d'études, c'était le stigmate de l'échec. Ils étaient rejetés. Et lorsque j'enseignais, moi, je me suis rendu compte à quel point ils étaient brillants. Ils arrivaient à comprendre les concepts qu'on leur présentait. Donc, il n'y avait... ce n'était pas leur faute s'ils n'y arrivaient pas. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas les étudiants qui étaient en échec, mais que c'était le système qui créait de l'échec. Et que 95%, lorsque 95% du produit d'un système est en échec, eh bien, il faut vraiment réformer le système lui-même plutôt que de blâmer les étudiants. Et rien n'allait. Les étudiants étudiaient dans une langue qui n'était pas la leur, qui n'était pas leur langue maternelle. Le contexte des manuels n'avait aucun sens. Lorsqu'on vit dans un pays où il fait moins 20, tout ça n'avait aucun sens. Les enseignants n'étaient pas formés. Les communautés n'avaient aucune voix à apporter à la façon dont on enseignait. Et j'étais même surpris qu'il y ait 5% d'étudiants qui y arrivent, en fait. Donc j'ai décidé, plutôt que d'aller rejoindre les rangs des ingénieurs, j'ai décidé d'essayer de réformer le système éducatif. Donc j'ai travaillé avec des gens qui voyaient où était le problème, qui eux-mêmes ont travaillé avec le gouvernement afin d'améliorer les écoles dans les villages. Et très rapidement, les choses ont commencé à changer. Avec des amis, nous avons mis en place une organisation qu'on appelle le Mouvement éducatif et culturel des étudiants du Ladakh et on a lancé un projet
qu'on a appelée l'opération Nouvel Espoir. Il s'agissait de travailler avec le gouvernement pour essayer de réformer le système éducatif. Et très rapidement, les choses ont commencé à changer. De 5% de succès auprès des étudiants, on est arrivé à 55%, et tout ça en 6 ans. Et puis petit à petit, on est arrivé à 75%. C'est alors qu'on a commencé à penser 25% d'échecs, bien entendu, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait laisser sur le bord de la route 25% des élèves? Ce n'est pas juste un chiffre. Si on demande aux personnes si vous étiez parti de ces 25%, même si c'était 1%, eh bien, ce serait un pourcentage trop grand. Même 1%, ce n'est pas juste un chiffre, parce que lorsque vous êtes concerné, bien entendu, ce chiffre est énorme. Donc, on s'est dit, on va se mettre à travailler pour ceux qui sont encore en échec dans le système. Et c'est ainsi qu'on a commencé à essayer de résoudre les problèmes des personnes vivant dans ces régions montagneuses. Pour ceux qui étaient rejetés par le système, on a mis en place une école tout à fait différente. Pour ceux qui n'arrivaient pas à apprendre avec nos méthodes, eh bien, on a essayé de s'adapter à eux avec cette école tout à fait différente. Ici, le critère d'admission, ce n'est pas vos notes, mais plutôt vos bonnes notes, plutôt vos mauvaises notes, en fait. Ceux qui ont de bonnes notes vont être sur la liste d'attente, mais notre première priorité, ce sont ceux qui ont de mauvaises notes. Et on a alors commencé à travailler de façon très différente par rapport aux écoles traditionnelles. Notre credo, c'était que sans leur donner des cours magistraux, les faire lire, écrire, compter, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionne avec peu de gens, mais encore moins avec ces étudiants. Il fallait que l'enseignement soit plus interactif, plus vivant, il fallait qu'ils soient impliqués, qu'on les implique dans la recherche de solutions, de problèmes qui se posent au monde, en leur montrant comment on pouvait utiliser la lecture, l'écriture, les mathématiques pour ce faire. Donc cette école était différente. C'était une expérience d'apprentissage de différents points de vue. Également pour moi-même et mes collègues, c'était également une expérience pour nous parce que de cette manière, on pouvait essayer de voir si on pouvait vivre en harmonie avec la nature sans détruire la nature parce que l'école était faite pour allier l'écologie, l'économie et le confort humain. On essayait de voir si tout ça pouvait être réuni sans que ça ait un coût pour la planète. C'est pourquoi cette école est complètement déconnectée. Il n'y a aucune connexion. Elle est entièrement à l'énergie solaire. Elle est construite avec des matériaux naturels comme l'argile, la terre. Et ça, justement, ce sont des matériaux les moins coûteux. Il n'y a personne dans le monde qui ne puisse pas utiliser la terre qui est sous ses pieds et personne qui ne peut pas se permettre d'utiliser la lumière du soleil au-dessus de sa tête. Et si vous avez vos mains pour que les deux se rencontrent, eh bien, il n'y a plus personne qui n'a pas les moyens de construire un habitat décent sur cette planète et bon marché. Et si c'est possible au Ladakh, c'est possible partout. Pardon ? Cette école que vous avez vue était date donc de 1999. Et quelques années auparavant, on avait à sa place un désert comme celui-ci. Rien ne poussait, même pas de l'herbe. C'était presque considéré comme un endroit hanté. Personne ne s'y rendait pendant la journée. Nous nous sommes rendus là-bas, après avoir fait une sélection de lieux, et on voulait un endroit qui nous permette de fonctionner à l'énergie solaire, qui permette de construire avec la terre et qui nous permette un habitat naturel. Donc de 1994, où nous sommes installés là, dans des tentes faites de tissus de parachute, au printemps 1994, à partir de là, on a lancé une course contre la montre pour essayer de faire qu'un bâtiment soit construit en octobre, parce que la température commençait alors à baisser. Donc on avait vraiment un défi devant nous. On voulait bâtir de façon très efficace. On s'est donc mis au travail, on s'est mis
à bâtir. Et comme vous l'avez vu, en 1999, c'était devenu un campus tout entier sur les rives du fleuve Indus, un bâtiment bâti avec de la terre et qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Alors cette école est très différente dans le sens où on apprend par l'expérience. Et pour ce faire, plutôt que de changer les choses dans les classes et les manuels, on essaye de faire en sorte que la vie soit l'apprentissage. L'école c'est un petit pays dirigé par les enfants. Alors bien entendu, les adultes ont un petit peu leur mot à dire, mais les enfants, en fait, élisent un gouvernement avec un chef qui change tous les 2 ans et ce chef donne des tâches aux autres étudiants afin que le système fonctionne. Et ça, parfois, ça implique des responsabilités assez lourdes, pas seulement des exercices scolaires, qu'il s'agisse de s'occuper des animaux, de la production alimentaire, qu'il s'agisse de s'occuper de tous les gadgets solaire, de la centrale électrique solaire, qu'il s'agisse de produire, de cultiver la nourriture, même en hiver. Donc les étudiants se préparent à la vraie vie et ils appliquent l'apprentissage théorique des différentes matières, ils la mettent en pratique tout en finalement s'impliquant dans la vie du campus. Pour construire un campus entièrement en pierre, ça a été compliqué. Parce qu'à cette époque, au Ladakh, on construisait plutôt en béton, par exemple, un matériau qui était considéré comme plus moderne par les gens, mais nous, on ne comprenait pas pourquoi le simple fait que quelque chose vienne de l'extérieur signifiait que c'était quelque chose de mieux. Nous, on a voulu utiliser ce qu'on avait sous la main, à la façon de nos ancêtres. On a voulu utiliser cette connaissance et on voulait vraiment choisir un matériau tel que la terre, qui était très bon marché, voire gratuit, et on a voulu essayer d'apprendre des traditions du Ladakh qui parfois datent de 5000, 8000 ans. On a voulu... On a visité différentes constructions qui avaient résisté au vent, à la pluie pendant des centaines d'années. Et on s'est dit qu'on allait utiliser ce qui était disponible pour tout le monde, plutôt que d'utiliser un matériau qui venait de l'extérieur. On a donc appris de tous les bâtiments construits par nos ancêtres. Ça, c'est le palais de Saspol. Et on a vu qu'une porte avait été retirée par les gens. Il y a eu une attaque de l'extérieur et ceux qui étaient dans le palais ont été chassés et la population locale a pris tous les éléments en bois. Donc tous les éléments en bois sont partis, mais une arche s'est formée. Naturellement, moi je ne suis pas architecte, mais cette idée qu'on puisse faire des voûtes, des arches en terre, eh bien, m'a convaincu que si cette forme archée pouvait soutenir le poids du bâtiment pendant des centaines d'années, eh bien, on pouvait construire des arches en terre. Et c'est ainsi qu'on a essayé de reprendre, de célébrer cette technique qui là était un peu due au hasard en quelque sorte. On a vu des bâtiments où l'argile était mélangée au sable afin d'obtenir un matériau très résistant qui pouvait résister pendant des centaines d'années. Et lorsqu'on est revenu dans notre école, on a commencé à concevoir les bâtiments. C'était vraiment au début du projet. On a fait des ateliers avec les étudiants. On a étudié nos techniques traditionnelles de conception d'un village et puis des choses plus modernes comme la permaculture. Donc vraiment un mélange de modernité, de tradition afin de voir comment on pouvait concevoir un village. Ça date de 1984 lorsqu'on est arrivé à cet endroit. On avait nos étudiants et nos étudiants ont mis en pratique ce qu'ils avaient appris. Ils ont créé ce tableau à partir de nos ateliers. Ils ont travaillé sur ce tableau pour en faire de leurs idées une réalité. C'était vraiment une idée
quelque chose d'important pour nous et nos étudiants. Et puis on a commencé à concevoir le lieu en ayant plusieurs choses à l'esprit. C'était un endroit qui était très vanté. Donc avant de commencer à bâtir, avant de nous installer, on était arrivé en 1993 et on avait planté les arbres que vous voyez là. Ce sont des coupe-vents qui permettent de protéger le village des vents froids. Donc on a planté les coupe-vents, les arbres coupe-vents, avant même de sélectionner le site qui devait être une pente orientée au sud afin d'avoir la chaleur du soleil. On voulait quelque chose qui soit vivable en été et en hiver, même au Ladakh. Donc on a créé ces barrières coupe-vents et puis ensuite on a orienté tous les bâtiments afin qu'ils profitent le plus possible des ressources naturelles. Comme donc, tous ces bâtiments sont orientés au sud et le bâtiment de l'école est orienté à 15 degrés à l'est parce qu'on voulait qu'il chauffe avant l'arrivée des étudiants. Donc on n'a pas simplement orienté au sud, on n'a pas suivi le mantra de l'orientation au sud, mais on voulait vraiment qu'il puisse chauffer, que le bâtiment puisse chauffer avant que les étudiants l'investissent. C'est pour ça qu'on l'a légèrement orienté à l'est. Donc on a vraiment essayé de composer au plus près avec la nature. Tout ça a été construit avec les étudiants, en innovant, en apprenant. Et les innovations ici sont tournées autour de la terre, du soleil, de la glace, du feu, des choses qui ont beaucoup de signification pour nous dans nos régions. Comme nous avions peu de ressources, eh bien, on a créé ce type de serre qui se ferme en hiver. Donc ça ressemble à un beau bâtiment traditionnel en été avec cette armature en bois, en terre. Et on a en hiver une technique très simple de serre. C'est une application des sciences que les étudiants étudient à l'école, isolation, radiation, etc. Donc ils voient en fait leur cours de sciences entrer en application et ils voient comment la science peut rendre la vie humaine plus confortable. Ça, c'est la façon dont les gens construisent en utilisant simplement l'air, la radiation du soleil. C'est un système qui est très simple et qui est entièrement naturel. Il n'y a pas de ventilateur, pas d'électricité. On est vraiment dans la simplicité la plus sophistiquée, en quelque sorte. Le soleil est utilisé presque pour tout. Tout fonctionne vraiment à l'énergie solaire, qu'il s'agisse des installations pour la cuisine, on a les serres pour produire les fruits et les légumes, on a un éclairage naturel pour n'avoir pas besoin d'éclairage artificiel pendant la journée, on a de l'électricité fournie par les panneaux solaires, on chauffe l'eau. Et on a même les étables à vaches qui sont équipées à l'énergie solaire parce qu'on voulait que nos animaux soient également heureux. Et on a été surpris parce qu'ils nous ont récompensés. Les vaches donnent ici presque 3 fois plus de lait que les vaches de la région. Je ne sais pas si vous pouvez deviner pourquoi. Qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, pourquoi? Eh bien, je pense, on pourrait peut-être mener des recherches, que les vaches sont des animaux à sang chaud et qu'ils doivent conserver leur corps à 37 degrés. Et s'il fait 0 degré, comme dans la plupart des bâtiments, l'énergie, ils vont devoir se chauffer avec ce qu'ils mangent. Mais si vous les chauffez directement à travers le soleil avec ce système de serre qui se referme en hiver, il fait une température agréable dans l'abri et tout ce qu'elles mangent peut être utilisé pour faire du lait. Donc ça explique cet excellent rendement, à mon avis. Voilà, ce sont les différentes installations qui fonctionnent à l'énergie solaire. Certains me demandent quel est le gadget que vous préférez ici. Moi, je leur dis, c'est un gadget invisible.
quelque chose qu'on ne voit pas. Et pourtant, c'est mon installation solaire préférée. Est-ce que vous pouvez deviner de quoi il s'agit? Peut-être pas. Bien, ce que nous avons à l'école, comme dans un pays, on a sa zone, c'est un pays qui a sa zone temporelle. Et on essaye de faire en sorte que les enfants se couchent et se lèvent avec le soleil. Et ça vraiment, ça apporte une grande différence. Si vous vous levez à 5 heures du matin pour profiter de la lumière du soleil, sans que vous ayez besoin de piles, d'ampoules LED, eh bien, finalement, si vous profitez de cette lumière naturelle, vous n'avez pas besoin de gadgets. Et pour moi, c'est ça qui est le mieux. C'est le mieux que l'on ait. J'ai fait un petit calcul rapide. Je me suis dit que si 7 milliards d'êtres humains se couchaient pas trop tard après que le soleil se soit couché et se levaient avec le soleil, eh bien, on pourrait fermer de très nombreuses centrales nucléaires. En d'autres mots, on pourrait sauver la planète en dormant au bon moment. Alors, l'électricité, ça nous sert à remplir les interstices, en quelque sorte, qui sont dus au rythme des cycles naturels. On utilise l'électricité pour cela. Bien entendu, le mieux, c'est de suivre les rythmes naturels au plus près. Alors pendant qu'on faisait tout cela au Ladakh, en 2008-2010, ça a été des années tout à fait particulières pour moi, puisque c'est à ce moment-là que ce yak ladakhi est arrivé. Ça a été un tournant de ma vie et dans l'utilisation de la terre comme matériau et de la confiance que j'avais dans l'importance de ce matériau. Je suis vraiment reconnaissant à Patrice Loa qui est ici et qui était responsable de cela. J'ai également mon ami Robert Seller qui est là-bas. Et les deux ont conspiré ensemble pour m'amener là. Et ça a apporté vraiment quelque chose à mon travail. Après avoir travaillé avec le sol du Ladakh, je voulais comprendre les implications scientifiques de cela. J'avais voyagé au Népal, j'avais vu que le sol était tout à fait différent de celui du Ladakh et je voulais vraiment comprendre les principes qui sous-tendaient cette construction avec la terre. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu profiter de cette expérience et d'être revenu au Ladakh, de pouvoir étudier d'un point de vue scientifique les sols du Ladakh, de l'Himalaya et du monde entier. Je suis donc partie en voyage, ce que j'ai appelé un pèlerinage, de la Terre. J'ai essayé de comprendre ce que nos ancêtres avaient fait et ce qu'on pouvait faire, nous, aujourd'hui, pour faire en sorte que nos bâtiments durent pendant des centaines d'années. Une sorte d'ingénierie à l'envers, essayer de voir ce qui a fonctionné avec nos ancêtres et la façon dont on peut recréer cela. On a étudié différents endroits. Ça, c'est à Saspol. On voit que là, on a cette arche qui tient. On a essayé de comprendre ce qui pouvait la rendre aussi robuste. J'ai essayé d'étudier la façon dont nos ancêtres avaient conçu cela. J'ai vu que parfois ça avait été renforcé avec des végétaux. J'ai analysé la nature du sol pour essayer de comprendre ce qu'on avait utilisé. Et à ma grande surprise, parfois, j'ai vu que ce qui me semblait être une invention, par exemple, utiliser de l'argile mélangé à du sable. Moi, j'ai cru que c'était une invention, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 5000, 8000 ans, les gens le faisaient déjà. Donc, ça a été vraiment un pèlerinage, un voyage d'études. J'ai beaucoup appris sur ce que faisaient nos ancêtres, parce que seules les meilleures constructions avaient survécu, et c'est de ces constructions qu'on devait apprendre.
De même, ça, ce sont des palaces de Basgo. J'ai essayé de comprendre comment ils étaient construits. J'ai essayé d'utiliser cette connaissance. Je me suis ensuite rendue dans le monde entier pour ce pèlerinage. J'ai regardé tous les endroits où la terre, le pisé, est utilisé pour construire. Ça, c'est le Népal. Le Tibet, où les communautés se rassemblent et s'aident afin de construire avec la terre. Le Sikkim, où il y a eu un tremblement de terre en 2014. J'ai essayé de comprendre ce qui n'avait pas marché et ce qu'on pouvait faire afin d'améliorer les choses. Je me suis rendue ensuite au Bhoutan. C'est encore un défi pour eux de construire avec la terre, puisqu'on a le béton qui arrive à grande vitesse. Et l'idée, c'était vraiment de faire revivre cette technique, comme au Ladakh. Je me suis rendue ensuite en Inde du Sud. On a de nombreuses organisations qui essayent de ramener ces techniques au goût du jour. En Amérique du Nord, tout est très mécanisé et on essaye de voir à quel point la construction en terre peut être écologique, à quel point elle permet d'éviter les émissions de CO2. Je me suis rendue en Australie, où il y a du ciment qui est mélangé à la terre, peut-être plus que ce qu'il ne faut. Et puis, bien entendu, je me suis rendue en Europe, en France, où j'ai étudié à Cratère. Alors revenons au Ladakh, ayant appris de notre histoire, ayant appris du monde présent également, du monde actuel. Nous avons commencé une entreprise entrepreneuriale afin de pouvoir transmettre ce savoir à des gens qui pourraient ensuite le passer à ceux qui en avaient besoin. Parce qu'en tant qu'école, nous ne pouvions pas aider les gens à construire des maisons comme celles que nous avions construites. Les gens nous auraient dit, oui, mais enfin, les gens venaient et nous disaient, vous avez 15 degrés en hiver, comment est-ce que vous pouvez le faire? Mais on ne pouvait pas leur faire une grande conférence. Alors on a commencé cette aventure entrepreneuriale afin de former des étudiants de notre école afin qu'ils deviennent des constructeurs qui pourraient, eux, aller construire, concevoir des maisons équipées à l'énergie solaire lorsqu'on avait des coups de téléphone. Donc nos étudiants ont été très intéressés et ils ont en fait se sont lancés dans des carrières de constructeurs écologiques. Donc c'est Cesium Entrepreneurship Hub qui a aidé les étudiants à devenir des constructeurs, des bâtisseurs, en utilisant l'expérience, la connaissance de nos ancêtres et en l'amenant aux gens qui veulent construire de cette manière. Et notre stratégie a été différente au Ladakh. Souvent, les gens considèrent le pisé, la terre, comme un matériau pour les pauvres. Donc ils vont construire des maisons pour les pauvres en terre et ça devient stigmatisant en fait. La terre porte ce stigmate parce qu'on n'a pas envie d'une maison qui donne l'impression qu'on est pauvre. Donc on a essayé de cibler les personnes les plus riches de la société afin qu'on associe le glamour et la richesse à ce matériau. Puis ensuite, les personnes de la classe moyenne et des classes populaires se sont mis à adopter ce matériau. On a commencé à bâtir ce type de bâtiment pour les gens qui pouvaient se le permettre. On a ici de la terre, mais avec un système sophistiqué de double vitrage, un système de radiation, mais néanmoins une maison qui est passive d'un point de vue énergétique. On n'a absolument pas besoin de la chauffer, même lorsque c'est l'hiver, et c'est au Ladakh. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un mélange de tradition et de modernité, avec quelque chose qui reste très simple. Vous voyez les arches de terre, hein, comme je vous l'ai dit, on a compris que ça fonctionnait en étudiant ce très ancien bâtiment qui présentait une arche qui avait été créée comme ça par le hasard. On a continué ensuite à former
des jeunes à ces techniques de nos ancêtres afin qu'ils deviennent des entrepreneurs et puissent construire en zone urbaine, mais de façon encore plus importante pour qu'ils fassent revivre ces techniques dans les zones rurales où le béton est beaucoup utilisé. Donc on voulait vraiment faire revivre cela et montrer aux gens que ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est mauvais. Ce n'est pas parce que la terre est gratuite que je ne dois pas m'y intéresser. Si la terre, si le sol était si rare que les entreprises comme Lafarge pouvaient la vendre, eh bien, ce serait quelque chose dont on ferait la publicité partout dans le monde et tout le monde voudrait de la terre. Mais simplement parce que on en a autant qu'on veut, eh bien, on n'en comprend pas la valeur. Mais, je l'espère, nous préparons la nouvelle génération à comprendre la valeur de ce matériau et à avoir les capacités nécessaires pour l'utiliser. On a donc des festivals, des cours qui nous permettent d'éduquer, de créer cette éducation fondamentale. Vous voyez, fundamental, avec cette idée de fun, d'amusement, il faut que l'apprentissage reste amusant. On commence par des petites choses très simples, comme un petit poulailler, et puis ensuite, on leur demande de construire des choses un peu plus complexes. Alors, à présent, quelques mots, après le Soleil et la Terre, quelques mots de la glace. La glace, c'est quelque chose qui est très important dans les hautes montagnes. Et avec le changement climatique et le réchauffement climatique, nos systèmes habituels au Ladakh deviennent de plus en plus précaires. Au Ladakh, la vie a été possible uniquement grâce aux glaciers. On a de l'eau qui a des dizaines de milliers d'années et qui vient de la fonte des glaciers. C'est la seule raison qui fait que le Ladakh a pu être habitable. Chaque village est situé sur un cours d'eau qui vient de la fonte des glaciers et qui ensuite se jette dans le fleuve Indus. Donc dans chaque village, il y a un cours d'eau. Et on s'est rendu compte que il y avait des limites. La limite, le fait que nos ancêtres ne pouvaient pas irriguer trop large surface de terre était dû au fait qu'il n'y avait en fait de l'eau qu'au printemps, que l'eau de la fonte des glaciers n'était disponible qu'au printemps. Et c'est alors que tout le monde a besoin d'eau et il n'y a pas assez d'eau, même au printemps, pas assez d'eau dans les cours d'eau. Ça, c'est parce que les glaciers naturels commencent à fondre en juillet. Donc, en juin et juillet, cela commence à fondre. Ensuite, en août et en septembre, on a un petit peu de pluie. Et puis, en novembre, décembre, janvier, on a les cours d'eau qui continuent à couler. Mais en avril et en mai, le cours d'eau est encore petit et tout le monde a besoin d'eau à ce moment-là. Donc notre idée, l'idée qu'on a développée avec mes étudiants il y a 3 ans, c'est de voir si on peut congeler l'eau qui est en quelque sorte gaspillée en hiver, puisque personne n'en a besoin. Est-ce qu'on peut la congeler afin de pouvoir l'utiliser en avril et en mai? Alors, le problème, c'était que si on a de l'eau à plat sur le sol, elle fond très rapidement au mois de mars et on ne peut pas la conserver. Alors, notre idée, c'était d'aller chercher l'eau à très haute altitude et de la congeler à cet endroit-là, mais le problème, c'est que c'était très haut, très difficile de conserver ces glaciers artificiels. Et puis, ça continue à fondre prématurément parce que c'est à plat. Et on ne pouvait pas constamment grimper tout en haut pour aller s'occuper de ces glaciers naturels. Donc, je me suis demandé si on pouvait faire quelque chose avec cette eau non utilisée pendant l'hiver, à l'altitude de nos villages, 3000 mètres.
quelque chose qu'on pourrait utiliser encore en avril, en mai, en juin. C'était quelque chose qui était considéré comme impossible jusqu'à ce que je vois un gros morceau de glace sous un pont en mai. Ça signifiait en fait que la température était la même sous le pont, mais que la chaleur du soleil ne l'avait pas atteinte. Donc l'idée, c'est que si on supprime la chaleur du soleil, on pouvait conserver la glace jusqu'au printemps. Mais comment couvrir cette glace? Et c'est alors qu'on s'est intéressé à l'arithmétique, la géométrie, qu'on apprenait à nos étudiants. Et on s'est rendu compte qu'il fallait en fait que le volume offre une surface réduite aux rayons du soleil. Si on réduisait la surface exposée au soleil, si on utilisait une forme qui aurait un volume maximum, mais très peu d'exposition au soleil, eh bien on pourrait conserver l'eau jusqu'au printemps. Et si on arrivait à conserver l'eau jusqu'au printemps en utilisant une forme spécifique, eh bien ce serait formidable. Voici notre prototype. On a fait des cônes d'une hauteur de 2 étages. Et ensuite, on a fait des équipements pilotes dans un village. Je vais vous expliquer comment on a procédé. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Non. En principe, c'est une petite animation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire fonctionner cette petite animation? Bon, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, ce que nous avons fait, c'est donc, dans le cours d'eau, on a mis simplement un tuyau. On l'a fait courir en aval et on l'a séparé du cours d'eau. Et à cause de cela, il y a une pression qui se crée dans le tuyau. À cause de cela et de la gravité, ce n'est pas du tout dû à une machine. Donc si on met une fontaine ici, l'eau va jaillir dans un air qui est à moins 20 degrés. L'eau va alors perdre sa chaleur latente, et se disperser dans l'air où les gouttelettes vont geler, en prenant naturellement la forme d'un cône, comme vous le voyez ici. C'est la façon dont nous avons construit ce cône. C'était justement la forme d'un cône qu'on souhaitait, mais on n'a rien eu à faire puisque naturellement l'eau se déposait sous la forme d'un cône. Et dans ce cas, la source de l'eau était à 600 mètres de haut. À cause de la pression qui se crée, vous voyez qu'on a cette fontaine, cette eau qui jaillit. Ça, c'est ce que j'appelle un stupa de glace et qui a duré jusqu'au 6 juillet et qui a fourni de l'eau aux villageois à l'époque où ils avaient besoin, justement, les plus grands besoins en eau. C'est ce qu'on appelle un stupa. Je ne sais pas si vous connaissez cela, mais dans l'Himalaya, on a ces monuments spirituels qui sont en général constitués de briques ou de pierres. Ou d'adobe. Ils ont cette forme. Et ça, c'est notre cône de glace. On a essayé de le rapprocher des gens, de faire en sorte qu'ils s'approprient cette idée. Et c'est pour ça qu'on les a appelés des stupas de glace, afin qu'ils s'approprient l'idée. Vous voyez comment la glace s'accumule petit à petit. À mesure que la glace s'accumule, on insère le tuyau monte petit à petit et on n'a absolument pas besoin d'utiliser des structures coûteuses de métal. Même si on atteint 25-30 mètres, le tuyau grandit au fur et à mesure et la structure prend la forme d'un cône. Et donc on a un fort volume pour une superficie très réduite. Et c'est donc une forme qui fonctionne. On a mis également des petits drapeaux de prière et on a invité les lamas et les saints à bénir la structure. On voulait que ce soit une solution au changement climatique, une solution d'adaptation, mais qui ne soit pas uniquement pour les ingénieurs et les scientifiques, mais on voulait vraiment que ce soit une solution pour les gens, qu'ils
s'approprie cela, qu'il l'aime, et c'est pourquoi qu'il se projette dans cela. C'est pourquoi on a mis ces petits drapeaux et on dit souvent aux villageois, si vous mettez des drapeaux de prière, eh bien, les choses vont durer plus longtemps. Pour moi, en plus, ça a un effet, ça permet de s'abriter du soleil en été et du vent en hiver. Ça, c'est la structure la plus haute. On a 3,5 millions de litres d'eau qui permettent d'irriguer les arbres alentours. Elle fait 24 mètres de haut. On a essayé d'être au Guinness Book des records pour une structure faite par les hommes en glace. Et on espère pouvoir bâtir de nombreuses structures similaires au cours des années à venir. Voilà un petit dessin qui vous montre comment cela est fait. On fait donc d'abord un petit dôme avec un tunnel, avec tout type de matériel. Ça peut être du plastique. Ensuite, on met de la verdure et la fontaine, le tuyau est au milieu. On a un vide au milieu qui est la salle de contrôle et qui permet également d'accéder aux tuyaux. Et ça, c'est l'idée d'une autre, c'est le début d'une autre idée également, qui est de créer des hôtels de glace. On en a certains dans le monde entier, ils sont très chers. Ici, au Ladakh, on voudrait que ça ait un objectif. Les touristes paieraient pour cette expérience et ça permettrait de financer nos projets d'irrigation des fermes. Ça, c'était le 12 mai, un petit peu avant que je vienne. Le 11 ou le 12, vous voyez que les arbres commencent à être verts et que la glace est toujours là. La glace fond petit à petit et se déverse dans une citerne. L'eau ensuite va irriguer tous ces arbres. Et ici, vous voyez l'étape suivante. Ça, c'est le désert de Piam. Et ici, c'est l'endroit où on a vu les stupas et les arbres. On espère apporter de milliers de litres d'eau pour avoir de l'eau au printemps et permettre de reverdir toute cette zone afin que cela devienne une université des montagnes. Tous les problèmes qui se posent dans les pays montagneux pourraient être résolus en impliquant les étudiants. On pourrait les aider à comprendre les problèmes auxquels ils font face et à trouver des solutions pour eux-mêmes et pour les gens autour d'eux. Je vais essayer de montrer cela qui résume ce que je viens de dire. J'ai jamais laissé mon apprentissage interférer avec mon éducation, nous dit Mark Twain. Lorsque vous étiez enfant, vous aviez peut-être envie que l'école soit fermée pour ne plus avoir à y aller. Et voici une école qui est au Ladakh, où la punition que l'on redoute le plus, c'est d'être renvoyé à la maison. Les élèves apprennent en faisant. Ils essayent de résoudre des problèmes de tous les jours, comme le changement climatique. Ils dirigent eux-mêmes l'école comme un petit pays avec un gouvernement élu. Ils apprennent la gouvernance, ils apprennent à diriger, ils apprennent la communication en ayant leur propre journal, leur propre radio. Ils utilisent les sciences afin de construire, notamment avec le pisé. Et le bâtiment garde une température de 15 degrés, même lorsqu'il fait moins 15 degrés dehors. La bienveillance, la compassion, la méditation font partie de chaque jour. C'est une école où le critère d'admission, ce ne sont pas vos notes, mais plutôt, pas vos bonnes notes, mais plutôt vos mauvaises notes.
Bonjour, je suis Sonam Wangchuk, je viens du Ladakh, une région isolée de l'Himalaya en Inde. Et il y a 25 ans, lorsque je finissais ma formation d'ingénieur, je me suis rendu compte que l'école, c'était très compliqué pour tout le monde. Mais pour les enfants des montagnes, c'était encore plus difficile et ça n'avait aucun sens. Les enfants devaient rester assis toute la journée, apprendre une langue étrangère comme le lourdou ou l'anglais. On leur apprenait des mots tels que éventail, tels que train. Et tous les ans, 95% des enfants échouaient à l'examen le plus important. Avec des amis qui avaient la même idée que moi, nous avons lancé SECMOL, le mouvement éducatif et culturel des étudiants du Ladakh, et nous avons, en partenariat avec le gouvernement, recréé les manuels, nous avons reformé les professeurs, nous avons impliqué les villageois et les résultats ont commencé à être à la hauteur. Pour ceux qui restaient en échec, nous avons mis en place une école alternative, celle que vous venez de voir, et les résultats, c'est que cette école est devenue emblématique du système éducatif du Ladakh. Lui avait redoublé 10 fois au collège et finalement, il est devenu réalisateur. Il a remporté des prix dans de nombreux pays. Lui avait redoublé 4 fois et il est entrepreneur. Elle avait redoublé 3 fois. Mais à l'heure actuelle, on se rend compte que l'éducation supérieure souffre des mêmes problèmes, non seulement pour les étudiants du Ladakh, mais également pour ceux des grandes villes. Il est donc temps de changer cela. Et au Ladakh, nous recommençons à rêver. Cette fois, notre rêve, c'est de créer une université alternative qui utiliserait tous les enseignements que l'on a tirés des 25 dernières années afin de les mettre en pratique. Ce serait une école de management, de business qui mettrait les choses en pratique, une école de tourisme. On aurait une école de tourisme, on aurait une école qui formerait des professeurs en utilisant les méthodes pédagogiques. Les étudiants bénéficieraient d'un enseignement gratuit. Et ça, c'est plus qu'un rêve à présent. Alors nous avons ici le Rinpoche, qui est une des plus grandes figures de la sainteté après le Dalai Lama, et il soutient cette cause comme le principal mécène. Le gouvernement du Ladakh a consacré 280 acres et ces glaciers artificiels, les stupas, ont commencé déjà à alimenter ce désert. C'est maintenant une véritable étendue de verdure qui va être investie par les architectes. Nous allons commencer la nouvelle révolution de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas juste les 3 R en anglais, la lecture, l'écriture, le fait de compter. Ce qui est important, c'est le cœur, les mains, l'esprit. Bien entendu, il faut des ressources financières très importantes pour réaliser cet ambitieux rêve. Récemment, je me suis vu remettre le prix Rolex de l'entreprise, participe plus particulièrement pour ces glaciers artificiels que sont les stupas de glace. Alors, je considère que ce prix, c'est la semence que je plante pour faire grandir et s'épanouir ce prix. J'ai décidé d'apporter environ 150 000 roupies comme fonds initial pour pouvoir lancer la première phase du projet. Et pour pouvoir la financer, j'espère que vous tous, vous allez me rejoindre dans cet effort financier à hauteur de ce que j'ai contribué et à hauteur de vos capacités, car c'est ensemble que nous pouvons changer le visage de l'éducation pour toujours, non seulement pour le Ladakh, mais pour le monde entier. Rejoignez-nous, l'avenir a déjà commencé. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci.